Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Coup de mou, léger relâchement, blessures et maladies, Metz Handball ne montre pas son meilleur visage depuis quelques matchs, mais préserve l'essentiel, la gagne. Au sommaire aujourd'hui, nous évoquerons les matchs contre Bystrita et Toulon. On fera un détour sur la liste de l'équipe de France, mais aussi sur la polémique liée au Moselle Open. Bien sûr que non, justement, le Metz Open, le nouveau tournoi qui va venir remplacer le Moselle Open, entre guillemets, tout en préservant du temps, forcément, avec notre invité du jour. C'est sa toute première fois ici sur ce plateau, Ivana Atangana. Bienvenue ici, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, c'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Les gens te connaissent peut-être pas encore très bien. Je vais un petit peu expliquer qui tu es. Tu es capitaine de l'équipe de National 1. Tu es arrière. L'année prochaine, eh bien, tu seras avec les Dragons puisque tu as signé un contrat professionnel. Avant ça, tu as été formé à la SPTT Strasbourg. Un beau parcours en perspective. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important ? Non, ça va. Ça va ? On est bon jusque-là. Alors bon, quoi de mieux qu'un vendredi 13 finalement pour venir nous voir, ça porte chance à ce qui paraît. Bon après, chez vous, vous en faites ce que vous voulez. Je vous propose également de jeter un œil à nos chroniqueurs du jour, à commencer par Maxime de Handmetz. Comment ça va, Maxime ? Salut, ça va super, merci. On ne détache plus de ton siège en ce moment, t'enchaînes les émissions. C'est vrai que je suis accroché cette fois. Et à tes côtés, c'est Arthur Carmier. Comment ça va, Arthur ? Salut Mathieu, ça va très bien, je te remercie. C'est vendredi 13, on a sorti les petits trèfles. Ouais, vous avez acheté les petits tickets à gratter ou pas ? Pas encore. Bon, c'est peut-être une idée pour la suite de la journée. Il y a aussi la Saint-Valentin qui arrive, c'est le moment de gagner un pactole. Bref, je vous donne des idées après, c'est comme d'habitude, vous faites tout ce que vous voulez avec ça. On va pas déblatérer là-dessus, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'actualité. Et dans l'actualité, on va démarrer avec le Sarrebourg Moselle Sud Handball qui reprenait la compétition avec un gros morceau en déplacement à Valence. Le résultat n'a pas forcément été à la hauteur des ambitions avec un match relativement accroché pendant 55 minutes, mais une défaite malgré tout 31-26 au terme d'une petite déroute de fin de match. Un petit péché mignon des Yellow Fox cette saison, les fins de rencontre. Ce vendredi soir, les Yellow Fox seront sur le terrain de Pau-Billère. Encore un beau défi contre le 3e de Pro League. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine, d'autant plus que la semaine prochaine, c'est un match qui sera retransmis sur Moselle TV, le match Sarrebourg contre les Vikings de Caen. On adore toujours autant le logo des Vikings de Caen d'ailleurs. Ce sera en direct sur notre antenne. C'était aussi la reprise en National 1 masculine pour Metz Handball qui recevait Célestat, un match important pour soigner le positionnement au milieu de tableau qui s'est tout simplement soldé par un résultat nul après une belle bataille, 27 partout. Ce samedi, les Cerbères seront à Ivry avec de très beaux points à prendre une nouvelle fois. Pourquoi pas essayer de soigner un petit peu le classement à cette occasion-là. En National 1 féminine ce week-end, c'est la reprise avec un choc Metz Handball Utes, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. On a l'invité parfaite pour ça. Je vous propose immédiatement de passer à l'actu des réseaux. Non, m'en voulez pas, je me sentais seul, genre t'as mis le chocolat. Bah ouais, mais bon, personne veut regarder les réseaux avec moi. Bon, heureusement, j'ai trouvé une bonne dose d'amour. Et ça commence avec la naissance de Cassiopée, la deuxième fille de Cléopâtre d'Arleux. Ce pipou, non ? Félicitations. Cette semaine, c'était l'anniversaire de Claire Costner. Une certaine Ivana lui a souhaité, et ça aussi, c'est tout kiki mignon. Quand on parle de choses tout kiki mignon, on n'oublie pas les animaux, et Laura Schneider en a bien profité. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une baignoire ? Ah non, mais je demande. En tout cas, Chloé Valentini a certainement un avis sur la question. Ah non, mais la détente, c'est important. Après, on peut aussi tomber amoureux d'un beau geste sportif. Non mais regardez-moi cette roucoulette de Sarah Bouktit. En stock, on a aussi ça. Des petites nouvelles de Jazz Chambertin qui s'est fait plaisir avec le Rapid Bucarest. Ce qui fait battre le cœur, ce sont aussi les bonnes nouvelles. Kenza Bouguerche, formée à Metz Handball et passée par Vaux-en-Velin, s'est engagée avec Dijon jusqu'à la fin de la saison. Bravo! Bon allez, j'ai trouvé mon date finalement. Je vous laisse gérer l'émission. Ah et puis, comme c'est la Saint-Valentin, je vous envoie tout mon amour. Bisous bisous. Et merci bien sûr à Aymeric Guillaume qui prête sa voix à ce format et à qui je fais faire absolument n'importe quoi. Ivana, tiens, je vais te faire réagir, c'était pas forcément prévu, mais je sais pas si tu l'as croisé ou pas, mais Kenza Bouguerche, issue du centre de formation de Metz Handball, qui se retrouve là à la JDA à Dijon. C'est inspirant de voir des parcours comme ça d'autres filles qui sont passées par la formation Messine et qui, parfois par des chemins détournés, elle est passée par Vaux-en-Velin, arrivent à atteindre le niveau de la LBE. Oui, je trouve que c'est super pour elle. Son parcours, il est beau. Elle est à Metz en tant que partenaire d'entraînement. Se retrouve en D2. C'est très bien, ce qu'elle faisait, c'était bien. Ouais.
Et là, être joker médical à Dijon, qui est un très bon club, c'est vraiment cool pour elle. Ouais, ça va être une opportunité pour elle de découvrir l'Europe aussi, parce qu'il y a l'European League. Dijon est en train de très bien figurer dans cette compétition. Et puis en LBE, il y a des belles ambitions aussi. Donc c'est toujours assez sympa de voir ce genre de situation. L'actualité, c'est aussi la nouvelle liste de l'équipe de France qui est sortie. 20 joueuses sont convoquées pour affronter la Croatie à 2 reprises dans le cadre des qualifications à l'EHF Euro 2026. Le 5 mars, ce sera à Bjelovar. Désolé si je n'ai pas l'accent croate. Et le 8 mars, ce sera aux arènes de Metz. On a toujours plaisir à retrouver l'équipe de France dans les arènes. Pour revenir à la liste, eh bien, il y a 4 Messines, Chloé Valentini, Lucie Granier, Léna Granvaux et Sarah Bouktit. Par contre, on ne comprend plus rien aux listes de Sébastien Gardiou. On va être vraiment honnête. Arrière droite, arrière centrale, arrière gauche, arrière tout court, défenseur, demi-centre. Bientôt, il y a autant de joueuses que de postes. Maxime, c'est quoi ce chantier sur la feuille de sélection? Je trouve qu'il manque la joueuse latérale de position reculée. Et gauche, on pourrait mettre du coup Ivana à ce poste-là. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est compliqué là, de comprendre ce qu'est en train de faire Sébastien Gardiou. Peut-être qu'il réinvente le handball un petit peu. Oui, et puis sans rire, honnêtement, une personne qui ne connaît pas forcément le handball va voir cette liste, va se creuser la tête, quoi. Ouais. Nous, on sait à peu près les joueuses, où est-ce qu'elles se situent. Je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, c'est quand même... C'est un peu bizarre. Moi, Arthur, je ne sais pas si tu es de la même école que moi, j'aurais tendance à marquer arrière et à lister les arrières. Et ailière et à lister les ailières. Après, les gens font leur tri pour savoir si c'est droite-gauche ou centre ou défenseur ou autre. Mais Ou bon. peut-être pivot et demi pour Pauletta Fopa, comme on l'a vu lors des derniers rassemblements. Pivot, slash arrière, slash... Alors, c'est vrai que c'est rigolo pour l'anecdote. C'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. C'est sympa quand on voit les postes divisés droite, gauche, arrière. Mais c'est vrai que là, ça fait un peu beaucoup, quoi. C'est peut-être un tout petit peu trop. On va voir, peut-être ça va se retranscrire sur le terrain avec des nouveaux formats de jeu, etc. On va peut-être être précurseur en France. On va voir ce que ça raconte. Ivana, toi, l'équipe de France, ça te dit quelque chose de particulier, j'imagine. Tu es née à Yaoundé, au Cameroun, comme une certaine Nina Kanto, d'ailleurs. Et tu as obtenu ta nationalisation française en octobre dernier, après un long moment d'attente et de démarche administrative. Donc, tu fais officiellement partie de la sélection U20 de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça fait déjà d'arriver au bout de ce parcours de naturalisation qui a pris du temps et aussi de faire partie de cette équipe de France? Alors déjà, ma naturalisation, beaucoup de soulagement, parce que c'est une guerre qu'on mène depuis plusieurs années déjà. Le fait de me dire que je suis enfin sélectionnable pour les compétitions, ça me libère un peu l'esprit. Après, les stages avec l'équipe de France... Depuis l'année dernière, je l'ai fait tout le temps, même si l'année dernière, je n'étais pas sélectionnable. Et administrativement, tu ne pouvais pas jouer, mais tu pouvais quand même aller en stage. Eric, il a fait le choix de me sélectionner et moi, ça me faisait du bien aussi de pouvoir être là, de suivre le projet de jeu avec l'espoir d'avoir ma naturalisation pour pouvoir faire une compétition. Et donc là, c'est arrivé. Et je suis très contente et très soulagée, vraiment. Ça arrive à point nommé, parce que cet été, il y a un mondial à jouer. Donc c'est aussi une bonne chose que tu aies pu suivre tout le dispositif qui mène jusque-là et d'avoir eu les papiers au bon moment. Exactement. Je pense que c'est un gros objectif pour ça, non, un mondial? Oui, c'est sûr, ouais. Le fait de le faire cet été, j'espère être prise pour jouer la compète. Et puis j'espère qu'on ira au plus loin. Ouais, ces dernières années, les équipes de France jeunes ont plutôt été pas mal sur les compétitions internationales, donc je ne veux pas te mettre la pression, il est encore trop tôt pour ça, et on va éviter, mais c'est vrai qu'il y a de belles choses à faire, en tout cas avec ces équipes de France. Je reviens sur la liste des A un instant, on y voit Chloé Valentini. À ce sujet, Sébastien Gardiou a déclaré « L'idée est de rappeler à Chloé pour qu'elle reprenne contact avec le groupe dans un premier temps, c'est aussi une façon de lui signifier qu'il y a un après-maternité pour elle. » Arthur, qu'est-ce que tu en dis de ça? C'est assez exemplaire de la part de l'équipe de France et de Sébastien Gardiou, du meilleur général, de se dire, eh bien voilà, post-maternité, on la rappelle immédiatement, on ne laisse pas traîner et ça lui permet de rester intégré au groupe et de montrer qu'on peut avoir un enfant et rester en bleu. Bien sûr, ça lui permet aussi de prendre des répétitions aussi d'une certaine manière en équipe de France et de ne pas être relancée dans le très grand bain tout de suite. Elle aura le temps de se réacclimater à ce groupe France. Et ce type de management, on a beaucoup discuté de la tactique de Sébastien Gardiou, parfois en bien, parfois en mal. Mais c'est vrai qu'en termes de management, il fait vraiment pas mal de belles choses avec ses joueuses. Personne n'a jamais vraiment mis en doute le côté humain de Sébastien Gardiou. Au contraire, je pense que c'est sa qualité peut-être première et c'est ce qui fait que ça marche aussi avec cette équipe. Et là, en l'occurrence, pour Chloé Valentini, c'est une joueuse effectivement qui revient après sa grossesse, mais il est comme ça vraiment avec tout le monde, à essayer d'intégrer des filles qui seraient peut-être pas forcément amenées
être dans les premiers choix du groupe France, des jeunes joueuses. Et au final, ça paye parce que ces jeunes joueuses, elles peuvent être intégrées à des compétitions en cas de coup dur. Bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose pour Chloé Valentini qui, lorsqu'elle reviendra au pic de sa forme, sera une des cadres de cette équipe. On va reparler d'elle, mais déjà avec Metz Handball, elle est déjà en train de reprendre quand même un niveau plus que satisfaisant. Je pense que beaucoup de joueuses aimeraient avoir ce niveau-là, même si elle-même n'est pas encore 100% satisfaite de ce qu'elle produit. Pour finir, on remarque bien sûr l'absence dans la liste de Suzanne Vajoka, qui ne sera évidemment pas remise de sa blessure au genou. On reviendra bien sûr sur ce match d'équipe de France à Metz à l'approche de l'événement. Pour l'heure, on clôt l'actu et on passe au récap. Cette semaine, il y a eu 2 matchs à disputer pour les Dragons, un face à Bistrita en Champions League, l'autre face à Toulon en Ligue Butagaz Énergie. Et dans les 2 cas, Metz Handball s'est montré beaucoup moins tranchant qu'à l'accoutumée, ce qui n'a pas empêché de signer 2 victoires. Arthur, est-ce qu'on peut dire, ça y est, qu'on est dans le moment de l'année où il faut savoir gagner les matchs, même quand c'est pas forcément très beau? Ouais, j'ai envie de dire ça parce que traditionnellement, jusqu'à ce que les calendriers évoluent, le mois de janvier à Metz Handball, il est toujours très dense. Ouais. Aux alentours du mois de février, mars, avril, ça commence à redevenir sérieux, mais comme c'est un bon titre de rubrique creux de la vague, parce que forcément, il faut savoir faire le taf, même contre des équipes comme Toulon, où sur le papier, tu peux penser que tu n'es pas forcément en danger et qu'une victoire comme ça, avec un écart aussi réduit, ça va, c'est pas une victoire d'un but non plus, ça peut soulever des questions. C'est un moment de la saison où c'est vraiment important d'engranger les victoires, comme tu le dis, sans forcément avoir la manière, parce que tu commences à avoir des pépins physiques. Mais ça, je pense que c'est le cas dans tous les gros clubs. Emmanuel Ménat s'est justement exprimé sur le sujet après le match contre Bistrita. Je vous propose de regarder ce qu'il avait à nous dire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la prétention de penser ou de dire aux filles en amont du match ou dans la préparation que ça va le faire tranquillement. Il y a en face des joueuses internationales, toutes espagnoles, roumaines, bref, des gens qui ont l'habitude de jouer au très haut niveau et qu'à chaque fois la balance elle se joue à la bascule, elle se fait à pas grand chose quoi. Un arrêt, un but, un ci, un là, une erreur d'arbitrage, que le rapport de force peut assez vite se réguler et que moi je crois qu'au travail, je crois qu'à la rigueur, à l'exigence et puis au caractère, et c'est ce qu'il a fallu à l'équipe ce soir pour aller chercher cette victoire dans le dernier quart d'heure. Et puis j'ai aussi dit que c'était une qualité qu'une équipe devait garder, que de savoir parfois gagner les matchs sans être extraordinairement bon. Je pense que 2-3 fois dans la saison, ça peut nous servir, quoi. On a tout le temps envie d'avoir du beau jeu, tout le temps d'avoir... Ben voilà, ce soir, ça a été un peu plus compliqué. C'est pas grave, c'est gagné. On retiendra ça. C'est pas grave, c'est gagné, mais attention, j'ai le sentiment quand même qu'il ne faut pas que ça se répète trop souvent, les matchs un peu alambiqués où le jeu n'est pas très beau. Emmanuel Ménez attend un petit peu autre chose. Maxime, ce match contre Bistrita, si je commence à bafouiller mon roumain, je vais me faire reprendre. Tu l'as suivi avec attention comme tous les matchs. Qu'est-ce que tu en retiens ? Alors déjà, que c'était un match compliqué, ça on s'y attendait, on en parlait la semaine dernière. Moi je m'attendais à un match de gardienne, parce qu'on a Bunsen à côté, et excusez-moi je me souviens plus du nom de la joueuse en face. De Arouda. Voilà, de Arouda, merci, qui est une des meilleures gardiennes de Ligue des Champions à l'heure actuelle. Et ça n'a pas du tout été le cas, je crois que les 2 joueuses, même si je prends 3 avec Novotná, sont à moins de 30% d'arrêt. Ce qui n'est pas exceptionnel. C'est un match compliqué, on savait que Bistrita se rapproche un peu du niveau de Metz Handball, c'est un peu le même type de jeu. En tout cas, fait une sacrée Ligue des Champions et a montré effectivement ce type de jeu rapide, relance, etc. Et moi, personnellement, j'ai jamais été inquiet tout le long du match. Je sais que ça peut paraître étonnant vu la physionomie du match et des matchs en général en ce moment, mais on n'a jamais forcément été très inquiété par Bistrita. Sinon, on peut ajouter aussi que Bistrita n'est pas venu sans sa sérieuse buteuse Azuka Fujita, ce qui était aussi un avantage pour nous. J'ai plein d'autres choses à ajouter sur ce match, mais bon, forcément, on n'a pas... Non, mais après, c'est intéressant jusqu'ici, mais c'est vrai qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte dans ces matchs, entre le fait que Metz Handball soit un petit peu c'est un grand mot, en méforme, et le fait qu'en face, il y a une équipe qui a envie de se prouver des choses en Ligue des Champions cette saison, forcément, ça crée des rapports de force qui sont un petit peu plus délicats. Mais comme tu l'as dit, il n'y avait pas une grande inquiétude non plus dans les arènes sur l'aspect victoire ou défaite, mais c'est plus sur le long terme, j'ai le sentiment que les gens se posent des questions. Si je puis ajouter, mettre aussi une petite pause boisson ou entre les allers-retours de Maxime, comme s'il était ailier. Ça commence à faire beaucoup de fois que tu nous parles de nourriture dans cette émission, Arthur.
on a la lecture de ces deux matchs contre Bistrita et contre Toulon, mais ça reste quand même deux matchs très, très différents. Je pense que le focus il a été mis sur les deux matchs évidemment, oui. Mais le match de Ligue des Champions était le plus, peut-être pas le plus crucial, mais le plus difficile à préparer des deux. Il fallait savoir le gagner, et c'est le métier de Metz Handball qui parle dans ce type de moment. L'expérience accumulée ces dernières années par l'effectif, par le staff, par la structure, permet justement de ne pas paniquer lorsqu'on a des situations où on n'est pas forcément à la plénitude de son handball. C'est aussi comme ça qu'on devient une top équipe européenne. Mais bien évidemment, c'est un type de prestation qu'on peut admettre en février, mais qui ne passera pas plus tard dans la saison, ne serait-ce que pour l'éventuel quart de finale. Ivana, ce match, ça a aussi été l'occasion de voir le retour de Manon Erard sur un parquet. Je pense que tu la connais plutôt bien, elle était encore au centre de formation il n'y a pas si longtemps que ça, Manon. C'est une vraie satisfaction de la retrouver en jeu, et on peut se satisfaire de cette bonne nouvelle aussi. Bah oui, ça fait plaisir de la revoir sur le terrain. Elle a beaucoup attendu, elle était très impatiente au fait de revenir sur les parquets, donc c'est cool. Dans la catégorie des bonnes nouvelles, des nouvelles rassurantes, on a pu voir Chloé Valentini très en jambes, notamment en première mi-temps. Elle a mis des sacrés buts. Elle a d'ailleurs pris une petite claque au passage de la gardienne sur une contre-attaque qu'on a vu un petit peu plus tôt. Préservons-la. On aura besoin d'elle assez fort, assez fréquemment. Ça soulève aussi le sujet de la gestion des états de forme. Sabrina Novotná a failli se retrouver sur la touche avec une cheville touchée lors du match à Paris. Suzanne Vajoka est out pour quelques temps. Betchedel Ngombele semble avoir pris une vilaine béquille. Anna Albeck était malade pour la réception de Toulon. Ce sont une accumulation de petites blessures aussi dans l'effectif, et d'absence et de formes un petit peu variées. J'ai demandé à Emmanuel Mayonnatte comment il gérait ses états de forme. Écoutez sa réponse. Et sur un match comme celui-là, alors après, peut-être à tort, hein, mais on a l'impression d'avoir essayé X000 formules, quoi. Sur le poste d'arrière gauche, Tira a commencé, puis on a envoyé Léna, et puis on a envoyé Betchedel, puis on a remis Tira, et puis on a refini avec Léna. Donc tout ont rebasculé sur ce poste-là. On a mis Lilou à droite, on a commencé avec Anna, puis Léna, puis Lilou. Donc effectivement, pendant le match, certaines valident des étapes, d'autres non, et puis des fois tu as une deuxième chance, et puis des fois tu ne l'as pas. Donc effectivement, on se doit effectivement d'essayer de réguler un tout petit peu tout ça, et puis de capitaliser sur les gens qui matchent vite. J'ai le souvenir de Lilou, à qui on donne la responsabilité de faire le dernier quart d'heure dans un moment assez serré. Très vite, elle rentre, elle rate un tir. Très vite, sur celui d'après, elle gagne un duel, puis elle procure un pénalty 2 minutes. Voilà, c'est de ça dont on avait vraiment besoin à ce moment-là. Donc voilà, Petra était un peu moins cela il y a un mois ou deux. Elle revient fort, et ce soir, elle fait un énorme match. Qui a été les joueuses du match déjà pour nous ? Petra. Et donc, voilà, ça s'égage aussi Donc c'est assez effectivement important, je pense, que de pouvoir réguler ça, ou en tout cas de le sentir, ou de croire qu'on le sent pour adapter, quoi. Bon, il faut suivre Emmanuel Mayonnatte, Petra, puis Lilou, puis Léna, puis Anna, puis... Bon, bref, on s'y perd des fois un tout petit peu. Mais ça montre qu'il a des solutions, en tout cas. Ça montre qu'il a des solutions, ça montre qu'il a tenté beaucoup de choses et qu'il a une vraie ambition de faire les choses. Et Maxime, on peut se dire, la vie est parfois assez bien faite, puisqu'il y a le retour en forme de Petra Vamos, élue joueuse du match, ça a été dit dans la vidéo. Ça coïncide avec une petite baisse de forme, selon elle, de Léna Granvaux. On verra un extrait tout à l'heure, mais bon, une baisse de forme de Léna Granvaux, tout le monde aimerait bien voir ce niveau-là aussi. Manon Erard revient quand les questions de fatigue de Lucie Granier se font de plus en plus présentes. La saison est encore longue, mais on voit quand même que Metz Handball a des solutions et a des bonnes nouvelles qui viennent contrecarrer les mauvaises. Oui, c'est sûr, de toute façon, des solutions, on en a. On n'a jamais eu un effectif aussi dense depuis ces dernières années. Donc forcément, il a du choix. On a pu voir les 3 de bicentre jouer à l'arrière, etc. Mais on peut aussi, il y a des problématiques peut-être qui sont justement dues à ce fait qu'il doit un petit peu travailler avec les joueuses en forme, etc. Et des automatismes qui ne sont pas toujours forcément présents. Voilà, donc on en vient à un jeu assez stéréotypé qui se base que sur l'arrière. Les ailes sont un peu délaissées, hein. On n'en voit plus beaucoup des tirs à l'aile en ce moment. Ouais, on les voit sur jeu rapide quand il y a des stops de gardiennes, mais les stops de gardiennes en ce moment sont un peu moins présents aussi, donc forcément... Et en plus, le jeu rapide non plus, on a pu le voir à Toulon, ça a été un peu compliqué avec un retour défensif assez rapide de Toulon. Des solutions, on en a. Après, il faut arriver aussi à que toutes les joueuses travaillent ensemble. Mais c'est vrai que ce qui manque un petit peu cette saison à Metz Handball, ce sont des gros matchs, des tireuses de loin.
des arrières. Tyra Axner était plutôt en forme ces dernières semaines, même si là, elle a eu un petit coup de moins bien. Mais justement, c'est intéressant parce que même si elle a eu deux matchs de moins bien, elle revient en forme pour apporter son bras. J'ai vu Ngombele faire des choses aussi et faire parler son bras contre Bistrita. Anna Albeck, je pense qu'elle a cette capacité aussi, on le réclame justement, même depuis plusieurs émissions, on souligne le fait qu'elle tente peut-être pas assez, mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu arrives dans une équipe comme Metz Handball. Mais je pense qu'elle a toutes les qualités pour aider l'équipe avec son bras gauche. C'est une denrée rare. On voit qu'on est obligé de jouer souvent avec une droitière à droite, mais ça aussi, c'est une option tactique qui est super intéressante parce que quand tu maîtrises vraiment ça, c'est une énigme absolument compliquée pour des défenses adverses. Puis là, en ce moment, les adversaires de Metz Handball ne savent jamais trop qui ils vont retrouver à l'arrière droit, quoi. Donc forcément, c'est dur de s'adapter aux différents styles de jeu. On n'arrête pas de changer. Donc ça brouille les pistes, on va dire. Je vous propose de quitter la Champions League pour le moment et de passer au championnat. C'est bon pour tout le monde? Oui, bon, j'avais envie de poser la question. Mercredi, les arènes accueillaient une nouvelle journée de Ligue Butagaz Énergie avec la réception de Toulon, un match qui n'était pas diffusé. Et oui, Moselle TV ne peut pas toujours être là. Désolé pour les déçus, je peux le comprendre. Mais par contre, pour les auteurs des messages un peu désobligeants que j'ai vu passer, rendez-vous compte quand même, juste entre parenthèses, la chance qu'on a d'avoir cette émission ici, d'avoir des diffusions gratuites très régulièrement dans la saison. Et prenez un tout petit peu de recul et tout va bien se passer. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je referme vite la parenthèse, on va retourner vers le match. Et justement, Maxime, ce match, il n'a pas non plus eu le déroulement qu'on attendait. En première mi-temps, Metz Handball a eu du mal à mettre de l'intensité. Et en face, Toulon, j'ai l'impression qu'il y avait le ballon téléguidé qui trouvait les filets dès qu'il y avait un tir qui était pris. Et une vraie efficacité qui a été trouvée par cette équipe-là. Honnêtement, c'est dommage qu'il y ait un peu ce creux à Metz parce que c'est des matchs à domicile. Donc c'était déjà une denrée rare l'année dernière parce que tous les matchs sont cette partie de saison. Honnêtement aussi, le beau jeu était du côté de Toulon, du moins dans la première partie de mi-temps, avec une Sophia Dean, je trouve, qui a mené le jeu d'une main de maître. Et une Marie Finstadt qui a trouvé les voies du filet. Elle est rentrée tout de suite dans son match. Ouais. On retrouve les mêmes erreurs de ce jeu stéréotypé. J'en parlais tout à l'heure aussi de le retour en défense de Toulon qui bloquait nos attaques rapides, notre jeu rapide. On a eu des statistiques assez désastreuses un peu partout. Mais bon, on marque 20 buts en première mi-temps en jouant mal. Et on en prend, j'ai noté, je ne sais plus où c'est, on en prend très peu en deuxième mi-temps. On sent que ça a un peu resserré quand même en deuxième. Il y a eu un petit message dans le vestiaire, à mon avis. Le message, c'est peu importe, on a joué mal, mais on l'a quand même gagné. Ça ressemble à ce que Emmanuel Maïna nous a dit il y a 2 minutes, dis donc. C'est fort, ça. Il a copié le coach. C'est une bonne source d'inspiration. C'est très fort, ça. Ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le fait de gagner en étant moins bien. Qui plus est face à un adversaire comme Toulon, qui est bien évidemment inférieur sur le papier. Mais il faut quand même les prendre au sérieux, ces matchs-là. D'où ce sursaut, j'ai envie de dire, défensif. C'est peut-être plus facile de se resserrer comme ça en défense sur une deuxième mi-temps quand on voit que ça peut un peu patiner dans le jeu. Ah ouais. Ivana, tu étais à ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de la dynamique justement des Dragons? C'était pas simple de rentrer dans le match, malgré tout. Elles ont encore une fois fait le nécessaire. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ces matchs-là. La première mi-temps, elle a été un peu compliquée avec pas mal de ballons perdus. Mais elles ont su rebondir en deuxième mi-temps et le score à la fin, il est quand même assez large. Et donc, voilà. Ouais, l'important, c'est encore une fois la victoire. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de voir Metz Handball creuser l'écart déjà dès la première mi-temps et faire tout de suite, pas forcément tout de suite, parfois il y a des petits flottements, mais faire mal assez rapidement à l'équipe adverse. Là, ça n'a pas forcément été le cas, mais elles ont quand même trouvé des solutions, tout en faisant un petit peu tourner aussi. On a vu des alignements qu'on ne voit pas habituellement et ça rejoint aussi notre volonté d'automatisme dont on parlait il y a quelques instants. Mais bon, je peux blablater longtemps. Vous savez qui peut nous donner un ressenti encore plus précis sur le match et la dynamique? C'est la meilleure joueuse de la rencontre, Léna Granvaux. Je vous propose de l'écouter. Léna, aujourd'hui un match avec peut-être un drôle de rythme, une drôle d'énergie. Comment tu t'es sentie sur le terrain? Oui, un peu comme tout le monde, un peu dans un rythme cadencé, de haut, de bas, et ça tout le match. Je pense qu'on n'a pas trouvé notre rythme. Dès qu'on marquait, elle mettait 30 secondes à arriver déjà en attaque, donc ça casse un peu le rythme, ça casse un peu les jambes, mais voilà, elles ont des bonnes joueuses de duel et des fois ça endort et on se prend le revers, mais voilà, après il fallait gagner. Je pense que c'était important avant dimanche. Comment tu l'expliques finalement? Est-ce que c'est la répétition des matchs? Est-ce que c'est le fait effectivement de jouer quand même tous les 3 jours?
Oui, on s'entraîne tous les jours, presque tous les jours. On a match tous les 3 jours. Et puis j'ai envie de dire, il y a quand même un moment dans une saison où c'est jamais très compliqué, enfin très facile. Et du coup, c'est un peu compliqué de trouver les mots, pourquoi, comment. Et voilà, je pense que là, on est dedans depuis un petit moment. J'ai envie de dire, c'est pas non plus catastrophique. On gagne les matchs. C'est pas nos meilleurs matchs, mais voilà, il faut qu'on retrouve aussi à l'entraînement nos timings, nos jeux tout ensemble. Et c'est un peu ça qui nous manque aujourd'hui. Des fois, on se comprend pas. Et je pense que c'est ça qui fait tout. Match, qu'est-ce qui vous a dit, Manu, en substance? Bah, un peu ce que je viens de vous dire. Je pense qu'il n'y a rien de catastrophique. Il dit que il y a un peu de tout en fait. C'est toutes les petits détails en fait qui font le match. Et aujourd'hui, nous individuellement, les 14 sur la feuille de match, on n'est pas non plus au top niveau sur lequel on a été. Donc voilà, c'est aussi individuellement, il faut se remettre en question. Peut-être que c'est le collectif qui du coup apporte pas assez pour l'individualité, mais aussi l'individualité qui apporte pas assez au collectif. Et voilà, aujourd'hui, il faut pas tout remettre en question, il faut pas tout bâcler, je pense, et repartir de zéro. Mais voilà, il faut reprendre le rythme et les timings entre nous surtout. Oui, après, c'était un peu compliqué pour moi depuis le mois de janvier. C'est un peu plus dur physiquement, un peu plus dur dans le rythme, comme je dis, un peu en rapport avec tout ça. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, aujourd'hui c'était un peu mieux. Je me sentais un peu plus efficace déjà au tir et dans les passes. Donc ça fait du bien. Après, j'ai envie de dire c'est malheureux. On le verra ce week-end si tout va mieux. La Ligue des Champions est à un niveau beaucoup plus relevé. Et même si aujourd'hui ça a été difficile, on a quand même gagné assez largement, donc faut pas tout mélanger. En ce moment, il y a des blessés, des pépins physiques, des absences. C'est dur de gérer aussi avec tout ça, de s'adapter à ces situations. Oui, c'est sûr. Après, il y a aussi des maladies, parce que Anna est malade. Donc voilà, il faut s'adapter un peu à tout. Depuis 2 matchs, on joue les 3 demi-centres en même temps. Donc voilà, c'est... Moi j'adore, c'est un autre style de jeu, non mais il faut aussi voir autre chose et je pense que c'est là qu'il faut travailler. On a des matchs importants mais des matchs aussi on peut travailler donc voilà, on a d'autres modes de jeu que les tireuses de loin donc ça fait changer et je pense qu'aujourd'hui c'est important de voir toutes les options pour les prochaines semaines. Bon, elle a à peu près répondu à toutes les questions qu'on pouvait se poser depuis tout à l'heure sur les dynamiques, sur les arrières, sur le jeu de loin ou pas, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre dire qu'elle était un peu moins bien depuis janvier. Je pense que si on cumule ses passes décisives, ses buts et son importance dans le jeu, on est quand même pas mal lotis avec Léna Granvaux. C'est un peu un métronome de cette équipe, Arthur, cette saison. Oui, après je pense que si elle se considère comme moins bien, c'est un petit peu comme lorsque Lucie Granier évoquait le nombre de minutes qu'elle jouait, qu'elle sentait un petit peu que ça affaiblissait, et encore c'est très relatif. Elle avait beaucoup mesuré son propos pour dire non mais moi je vais jouer de toute façon. Que physiquement... Forcément, il y a des moments de la saison où tu as un petit peu des coups de mou, mais ce sont des joueuses avec un tel talent de calibre international qu'elles arriveront toujours à avoir un niveau médian suffisant pour faire le taf sur ce type d'opposition. Et ce qui est intéressant aussi dans le discours de Léna Granvaux, c'est cet aspect tactique avec les 3 demi-centres. Lilou Borg n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Or, c'est une joueuse qui est extrêmement intéressante. Et là, contre Toulon, elle démarre titulaire à droite, par exemple. Et ça, on l'avait vu depuis quelques matchs. Elle commence à avoir des répétitions sur ce poste d'arrière-droite. Et je trouve qu'elle apporte quelque chose de différent. Elle peut tirer son épingle du jeu dans un effectif très concurrentiel. Et c'est vraiment le lot d'une saison d'avoir comme ça des joueuses qui se cherchent, qui veulent trouver leur place dans l'effectif et qui veulent performer au mieux. Et c'est justement pour ça que ce type de match sont aussi très utiles dans la construction d'une fin de saison. Ivana, pour remplacer, pour en tout cas prêter main force en l'absence de Suzanne Vajoka, c'est une de tes coéquipières qui a été appelée, Nelia Goval. Alors moi je la connais pas trop mal, mais je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant de qui elle est, de ce qu'elle propose comme jeu. Toi tu le sais aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Nelia et le fait qu'elle vienne prêter main forte là pour quelques semaines a priori au Dragon? Déjà, c'est une super opportunité pour elle de pouvoir être dans l'effectif des pros. En tout cas, nous, en N1, elle nous apporte beaucoup sur le jeu de transition. On la trouve beaucoup en montée de balle. Et après, elle est capable aussi, sur des attaques placées, de prendre des décalages. Souvent grands ou petits aussi, elle prend ses responsabilités. Mais là, avec les pros, ça sera un peu plus compliqué. Avoir un peu moins de ballon, forcément. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà. C'est une joueuse...
dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'elle a un gros volume de jeu aussi. Oui. Quand elle est sur le terrain, elle va harceler les porteuses de balles. Et puis elle est très engagée aussi, elle est déterminée, elle fait tout à fond, donc surtout défensivement, donc c'est vraiment bien. Elle peut donner des bons coups de main là, au Dragon pendant cette période. Il y en aura besoin, on le disait tout à l'heure, Chloé Valentini n'est pas encore à 100%. Il faudra forcément faire confiance à Anélia à certains moments. Elle a joué contre Toulon notamment. Et elle avait déjà rendu quelques services au Dragon la saison passée, donc on va espérer qu'elle puisse profiter à fond de cette nouvelle expérience. Ce week-end, les Dragons se déplacent à Dortmund pour valider leur 2e place de poule en Ligue des Champions. On tirera le bilan la semaine prochaine. Pour le moment, il est temps d'évoquer un sujet tout à fait différent de ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. On passe au temps mort. Et ce temps mort, il va potentiellement être un peu plus long que d'habitude puisque le dossier s'épaissit de jour en jour. Thierry Wasman a exprimé ses craintes vis-à-vis de l'organisation du nouveau tournoi de tennis à Metz. Il s'agira d'un ATP 125, donc d'une ampleur de moitié moindre que celle du Moselle Open. Ce tournoi est piloté par la Fédération française de tennis et devrait se dérouler du 16 au 23 novembre aux arènes de Metz, et c'est bien ça le cœur du problème. Metz Handball pensait être tranquille avec la fin du Moselle Open, entre guillemets, et serait quand même forcé de déménager sur cette période-là, même une période un petit peu plus longue. Les conséquences sont assez nombreuses. Thierry Wasman est inquiet, comme je l'ai dit. On regarde ce qu'il a à nous dire. Bonjour Thierry, on sort d'un match de Ligue des Champions de Metz Handball. Éprouvant. On n'est pas tout à fait là pour parler de handball aujourd'hui. C'est presque inhabituel, mais j'ai face à moi un président de Metz Handball qui est inquiet. Oui, je suis très inquiet par ce que j'ai lu dans la presse. J'ai appris, encore une fois par la presse, que la Fédération française de tennis venait organiser un tournoi à Metz. Je suis très surpris. On est le club résident, on n'a pas été prévenu, je ne sais pas. J'ai vu une date dans la presse qui est une date qui est bien pire encore que celle a priori, serait du 16 au 23 novembre. Voilà, qui a été décalée par rapport aux années précédentes. Juste, il faut savoir que chaque année, lorsqu'on s'inscrit en Champions League, je m'engage à avoir une salle qui soit disponible, même en fonction des impératifs télé. On doit avoir une salle pour s'engager en Champions League, une salle qui est reconnue, labellisée, etc., ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Palais des Sports Saint-Symphorien. Et chaque année, je suis obligé d'aller supplier en disant c'est la dernière fois. Malheureusement, notre salle est prise par autre chose. Alors, une fois, 2 fois, c'est passé. Je ne suis pas du tout sûr que la 3e, ça passe. Et quand bien même ça passerait, il faudrait encore que Nancy soit libre. Le SLUC Nancy a aussi son calendrier. Si par malheur ça tombait en même temps qu'une rencontre de Champions League, on serait forfait. Et un forfait en Champions League, c'est l'éjection de la Champions League et c'est terminé. J'ajoute encore qu'en championnat de France, on a eu de la chance pour l'instant d'avoir des petits matchs pendant l'Open de Moselle qu'on a joué à Saint-Symphorien. Imaginez un seul instant qu'on tombe contre Brest pendant le calendrier nous impose Brest et que j'aille jouer Brest à Saint-Symphorien. C'est un drame financier, c'est un drame pour les partenaires, pour les sponsors. Enfin voilà. Moi, je n'en veux pas du tout à la ville. Je veux dire, François Grosdidier et la mairie sont des partenaires avec le conseil départemental, Patrick Weyton et la région Grand Est. Tout le monde nous soutient, mais je suis très surpris que des Parisiens viennent faire un tournoi comme ça sans s'intéresser au calendrier de Metz Handball. Je trouve que c'est un manque de respect incroyable. On est le club résident, mais j'ai confiance. La ville, le département, tous ces gens-là sont derrière nous et j'espère que les choses vont s'arranger. Metz Handball, il faut quand même dire, sur une demi-finale de Champions League, c'est 20 millions de téléspectateurs, c'est 170 000 abonnés sur les réseaux sociaux et c'est 7 millions de vues par mois quand même. Je ne suis pas sûr qu'un tournoi 125 ou je ne sais même pas combien apporte la même visibilité, à la ville. Moi, j'adore le tennis. Metz Handball était partenaire de l'Open de Moselle. On avait une réciprocité dans les échanges qui était tout à fait sympathique. Mais je suis bien obligé de défendre ce club. J'ai un conseil d'administration. Il ne faut pas oublier qu'on est passé en société. J'ai des membres de mon conseil d'administration qui sont extrêmement étonnés ou qui pourraient être virulents. J'ai plus de 70 actionnaires maintenant, on est passé en société, qui vont me demander des comptes. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si Metz Handball ne peut pas jouer la Champions League l'année prochaine? Je ne parle même pas en termes financiers, je parle en termes de renommée. Voilà, donc aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un m'explique comment on fera si ce tournoi, alors je ne sais même pas combien de temps il va durer, mais si par hasard on se retrouvait forfait parce qu'il n'y a pas de solution de repli. Alors il y a un des organisateurs qui m'a dit c'est pas grave, vous irez jouer au Luxembourg. J'aurais beaucoup de mal à expliquer à mes partenaires, aux spectateurs, aux supporters, à mes bénévoles, à mon conseil d'administration qu'on va aller jouer au Luxembourg. Je ne sais même pas où, c'est facile de dire vous irez au Luxembourg.
Pour être clair, au niveau des alternatives, si ce tournoi venait à priver Metz Handball des arènes, on a déjà eu Nancy par le passé, on a déjà entendu parler du Galaxy, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. Le Galaxy est malheureusement, pas, avec toute la bonne volonté, est malheureusement pas utilisable pour des questions d'éclairage, de parquet, de tout un tas de choses. Ce sont des frais considérables, on avait chiffré, on arrive à 50 ou 80 000 euros. Ce sera peut-être les frais que ça nous coûtera ou que ça nous coûterait d'aller au Luxembourg pour jouer dans une salle vide. Après, je me mets aussi à la place un petit peu de mon entraîneur, qui est, on va dire, convoité dans l'Europe ou le monde entier. À qui je vais devoir expliquer que l'année prochaine j'ai une grosse incertitude sur la Champions League. Vous les avez cités, il y a d'un côté Patrick Weiten qui a été très virulent vis-à-vis du tournoi qui va être organisé ici à Metz, parce que le conseil départemental de la Moselle n'a pas été sollicité du tout pour l'organisation, ou en tout cas pour y mettre la main à la pâte. Et d'un autre côté, il y a aussi François Grosdidier qui représente la ville de Metz, qui lui est très favorable au tournoi. Ce sont deux partenaires importants de Metz Handball. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peur de vous situer un petit peu entre les deux dans une situation inconfortable? Moi, je me situe ni avec l'un ni avec l'autre. Je me situe comme le président d'un club qui va avoir de gros soucis, alors que c'est le fleuron de la ville. Je suis bien obligé de défendre, poussé par les actionnaires, par les supporters, par tout le monde. Je veux dire, mais encore une fois, je ne me place pas, comment je vais dire, contre l'un ou l'autre, c'est pas le problème. Moi, je défends les intérêts de mon club. François Grosdidier défend les intérêts de la ville et Patrick Weiten ceux du département. Et puis voilà, c'est pas. Mais il va quand même falloir trouver une solution. Et si on n'en trouve pas, il faudra expliquer aux gens que malheureusement le handball de haut niveau à Metz, ça va poser le problème. On sent forcément Thierry Wazman assez pris par ce sujet et qui est assez complexe à gérer quand on est président de club. Pour être tout à fait précis, le tournoi de Metz se dévoilait un peu plus à travers d'une conférence de presse, c'était mercredi, et Moselle TV a tenté d'obtenir quelques informations rassurantes pour les occupants des arènes en général. En vain. Pour le moment, il n'y a pas de directeur de tournoi, donc pas de vraie prise de contact avec les concernés, que ce soit au niveau des arènes ou au niveau des clubs. Il faudra attendre encore quelques temps avant que ce soit le cas, ce qui ne rassurera personne, puisque Metz Handball est forcément déjà en train d'anticiper sa saison à venir et la manière dont il va pouvoir occuper les différents lieux. C'est pas forcément un dossier simple. Arthur, qu'est-ce que ça t'évoque, cette organisation d'un nouveau tournoi à Metz piloté par la FFT qui viendrait un peu perturber les plans de Metz Handball? Alors déjà, le président, il est dans son rôle de défendre évidemment sa paroisse. Peut-être en fait-il un peu trop, peut-être que sur l'organisation de ce tournoi, ça va très bien se passer, comme ça s'est toujours passé avec le Moselle Open, même si les organisateurs sont différents. Je pense que ce qui inquiète Thierry Wazman, c'est justement ce flou. On ne sait pas encore comment ça va se dérouler, avec quel interlocuteur échanger. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, c'est la vie des arènes de Metz, en fait. Le club de Metz Handball n'a malheureusement pas la priorité dans certains cas. Et ce sont des... Ça reste le club résident qui a quand même une certaine, un taux d'occupation qui est assez élevé, donc qui devrait peut-être avoir quand même un mot à dire. Je sais pas, je suis pas dans les arcanes, on va dire, du pouvoir par rapport à ça, par rapport à la gouvernance de ces arènes. Mais aussi un argument évoqué par Thierry Wazman, celui du calendrier. Le HF a été conciliante ces dernières saisons et arrangeante pour placer des déplacements à Metz Handball dans cette période-là. On ne va pas se retrouver avec un Metz-Gior dans une salle vide ou dans je ne sais quelle structure. On n'est pas à l'abri. Souvenons-nous du Metz Vipers qui avait été joué à Nancy, par exemple. C'était à l'époque l'une des plus grosses affiches possibles et il avait fallu la délocaliser. Ça n'avait pas forcément été simple. Il y avait eu aussi Metz Dortmund, mais là, les circonstances avaient été un petit peu différentes parce que le match avait été annulé. Mais il y a eu plusieurs fois des matchs quand même d'ampleur sur une période où Metz Handball n'avait pas l'usage des arènes et ça peut être compliqué quand même. Il est vrai. C'est un argument qui est très lourd dans la balance. Autre argument du calendrier, j'imagine mal la Ligue française, la LFH, placer un Metz-Brest dans un moment où c'est juste pas possible de le jouer, sachant que c'est le produit phare, c'est le match phare du championnat de France. Là, il n'y a pas d'inquiétude, je pense, à mon sens, à ce sujet. Et si on se recentre sur vraiment le tennis en tant que tel, même si c'est le handball qui nous intéresse,
ça reste un tournoi de tennis comme un autre. Metz n'a plus le Moselle Open. J'ai pas envie de tomber dans le piège de ces guéguerres d'organisateurs. Il y en a déjà eu assez, je pense. Exactement, on a la chance d'avoir un tournoi de tennis à Thionville qui se jouera début de mars, de niveau à peu près similaire. Hein. ATP 100. Ouais. C'est ça, à Metz c'est à 125 et à Thionville c'est à 100, où il y a quand même un ancien 4e joueur mondial qui est Nishikori, un très bon joueur français Hugo Gaston. Si on a ce type de joueurs qui viennent aussi à Metz, ça peut être sympathique. Donc, il faut voir comment tout le monde va réussir à trouver sa place là-dedans. Thierry Weisman, pour conclure, a raison de hausser le ton, si je puis dire. Il tire la sonnette d'alarme assez tôt, peut-être aussi pour pouvoir trouver des solutions avant qu'il soit trop tard et qu'on soit devant le fait accompli. Exactement, de montrer qu'il est là pour que les organisateurs prennent évidemment cette considération très importante qui est la vie de Metz Handball pendant le tournoi de tennis de Metz. Maxime, on l'a évoqué un petit peu, il y a eu déjà des délocalisations par le passé pour Metz Handball, ça n'a jamais été simple, ça engendre des coûts aussi supplémentaires pour le club. Là, on nous parle aussi du Luxembourg potentiellement. Est-ce que tu imagines des supporters se déplacer à Luxembourg pour voir un match de Ligue Butagaz Énergie ou un match de moindre mesure en Ligue des Champions ? Alors c'est vrai que pour les matchs de Ligue Butagaz, déjà, on le voit qu'en semaine, il y a beaucoup moins de monde que les week-ends lors de Ligue des Champions. Moi, si je peux mettre un petit avantage là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des matchs à l'extérieur, tu parlais de Vipers, j'ai souvenir de Esberg aussi à Nancy, c'était à chaque fois des matchs exceptionnels. C'est vrai. En plus de ça, le club mettait en place des bus pour s'y rendre. Donc, après, proposer aux gens de se déplacer au Luxembourg, je ne sais pas, il y a peut-être le côté on va jouer dans un autre pays, ça peut peut-être bloquer certains, je ne sais pas, mais... et puis on met toujours plus de distance aussi entre les... Alors ça peut attirer un nouveau public, mais c'est vrai que je ne suis pas persuadé que quelqu'un qui prend son abonnement aux arènes de Metz pour voir Metz Handball toute l'année puisse le faire. Et puis il y a aussi un public parfois qui est un peu plus âgé, qui ne se déplace pas aussi simplement. Donc, et si jamais ça arrive au Luxembourg, j'espère que ça apportera des investisseurs. Ça serait sympa. Pourquoi pas, si ça peut nous permettre d'avoir une joueuse supplémentaire. Mais à mon avis, ça va plus avoir des coûts pour la location de la salle et l'aménagement qu'autre chose. Mais bon. Il y a aussi une solution qui paraît un peu loufoque, mais qui pourrait se murmurer, c'est Strasbourg avec le Rhenus. Oula, là, c'est quand même... Tu nous emmènes loin, là, Arthur, attention. Là, ce serait quand même délicat d'envisager des déplacements aussi loin, parce que si... À part Nancy et le Luxembourg, le Galaxy à Amnéville, c'est pas possible. La grande salle la plus proche, ce serait Strasbourg. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Mais là, encore une fois, je pense qu'on peut... On peut aller jouer à Dijon ou à Besançon aussi. Plutôt aller dans le sud pour avoir un peu de beau temps. Mais là encore, je pense qu'on peut compter sur la bonne intelligence de l'EHF pour ne pas mettre en péril Metz Handball dans son calendrier et dans ses réceptions. D'autant que ce tournoi de tennis... il accaparerait peut-être moins longtemps les arènes qu'un ATP 250 où on doit orchestrer tout ce qui est coulisses, etc. Justement, ce n'est pas forcément ce qui se présage. Ce serait une occupation à minima de 3 semaines, voire un mois. Et ce seront des organisateurs qui ne sont pas encore rodés non plus à ça. Le Moselle Open avait l'habitude des arènes et de ces choses-là. Là, ce serait de la nouveauté, donc forcément une occupation un peu plus large pour tout mettre en place et tout rendre possible pour un tournoi de tennis. Donc, ce serait une occupation qui serait de longue durée, hormis la durée pure et dure du tournoi, serait assez longue, à minima 3 semaines, donc ça aurait quand même un impact assez important. Et donc, comme on l'a dit, ça forcerait Metz Handball à demander des faveurs pour le calendrier de l'EHF, pour le calendrier de la Ligue Butagaz Énergie, donc pose des questions. En tout cas, on va refermer cette séquence temps mort. Un temps mort, normalement, ça ne dure pas aussi longtemps que ça, d'ailleurs. Et là, on avait des choses à dire. Beaucoup de tactiques dans le temps mort. On va continuer à surveiller ce dossier-là, forcément, du Metz Open, du tournoi ATP 125 qui va s'organiser en novembre. Il risque de faire couler un petit peu d'encre dans les prochaines semaines encore. Et puis, on attendra de voir quand il y aura un directeur de tournoi s'il peut nous apporter des réponses plus claires à ce moment-là. Pour le moment, je vous propose de ne pas passer par les terrains. C'était prévu qu'on fasse un petit détour. On va aller directement à nos jets de 7 mètres. Et bien, cette séquence des jets de 7 mètres, elle t'est concernée. On t'a laissé un petit peu de côté là pour un dossier qui était un petit peu costaud, un petit peu dur. On a quand même envie de parler pas mal avec toi, à commencer par des discussions autour de cette équipe de National 1 féminine dont tu fais partie avec le centre de formation et les partenaires d'entraînement. C'est toujours parfois un petit peu opaque pour le public, ces choses-là. Cette année, pour ne pas changer, vous êtes première du classement, en tout cas actuellement vous l'êtes. Cette première place, par contre, il a fallu aller la chercher parce que vous aviez perdu en match inaugural contre Yutz.
C'est un match qui va se rejouer demain, samedi, pour la Saint-Valentin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des petits bonbons, des petits cadeaux qui soient donnés sur le terrain. Il y a un petit sentiment de revanche. Bah oui, totalement, c'est ça. On a mal commencé la saison avec la défaite face à Ute. Pardon. Demain, il faudra faire preuve de beaucoup de caractère. C'est un match qu'il faut qu'on gagne absolument pour garder la première place et surtout pour reprendre notre revanche face à Ute. L'année dernière, vous aviez fait une saison parfaite, que des victoires en saison régulière, une petite défaite et un petit peu peut-être lourde de sens aussi en finale, mais malgré tout, vous êtes allé jouer en finale. Il y a une ambition d'essayer de retrouver ce niveau-là, de retourner sur une finalité de N1, même s'il y a plein de paramètres à prendre en compte, ça fait partie des objectifs. Bah oui, totalement. C'est vrai qu'il y a plein d'autres paramètres, mais se donner la chance de pouvoir y aller, c'est un de nos objectifs. C'était une expérience incroyable. Malheureusement, on a perdu, mais le revivre, ce serait vraiment top et tout le monde le souhaite. Donc on essaye de se donner les moyens d'y retourner. Ça vous a laissé une petite boule dans la gorge quand même, cette histoire de finale perdue. Je pense que c'est le cas de tout le monde, notamment de la coach Nina Canto qui a vécu ce moment avec une intensité un peu particulière parce que c'est aussi l'aboutissement de tous les efforts qu'on peut faire dans une saison. Parle-nous un petit peu de Nina, justement. C'est une coach un peu particulière. Elle s'occupe du centre de formation depuis plusieurs années maintenant. C'est aussi un peu, on parlait la semaine dernière avec mes collègues d'Anna Gross, est-ce que c'était une légende du club ou pas, etc. Nina, il y a beaucoup moins de discussions. Je pense que c'en est une, tout simplement. Comment ça se passe, le travail avec elle ? Nina, elle est très exigeante avec nous, aux entraînements, en match, tout le temps. Elle nous accompagne beaucoup, chacune personnellement. Elle nous aide autant sur le hand, je pense, que sur notre développement en tant que jeune femme. Et c'est top de la voir tous les jours. Elle nous apporte beaucoup d'énergie aussi. Et donc voilà. C'est une personnalité à part. J'ai l'impression que chaque fois que je pose cette question à une jeune joueuse du centre de formation ou non, on a à peu près la même chose sur cet accompagnement, même au-delà du terrain. C'est un peu la maman quand même de l'équipe. Il y a vraiment ce truc-là. Je laisse la parole à mes chroniqueurs. Est-ce que vous avez une question pour Yvan ? Justement, par rapport à... Je me permets, parce que c'est un sujet qui est lié par rapport à Nina. Bon, j'imagine que son importance, elle est totale dans votre développement, mais qu'est-ce qu'elle a de différent dans cet accompagnement, justement, humain, par rapport peut-être à des coachs plus conventionnels, parce que ça reste quand même une jeune coach. Nina Canto, la fin de sa carrière de joueuse, c'était il y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'elle est toujours un petit peu joueuse dans l'âme à ton... Oui, totalement. Elle est autant engagée que nous sur les matchs. Elle est très expressive aussi. Et je pense le fait que c'est une ancienne joueuse, elle nous apporte beaucoup plus, je pense, que quelqu'un qui n'a pas fait de hand à haut niveau. Après, sur les moments où on est un peu plus en difficulté, elle a les mots justement pour pouvoir nous relancer. Quand elle sent que l'énergie elle n'est pas très bonne, pareil, elle a déjà vécu ces choses-là, donc elle sait quoi nous dire pour nous remobiliser. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle nous apporte autant. On le voit, on l'aperçoit sur certaines des images. Donc c'était un entraînement il y a peu de temps. Tu te donnes à fond. Mais il y a aussi un autre paramètre que j'ai repéré, c'est que tu as souvent le sourire de chaque côté du visage, ça remonte bien comme il faut. C'est ça ton approche du handball, le handball plaisir ? Oui, moi j'adore ces sessions d'entraînement-là, justement, mercredi, où tout le monde est engagé. On peut le dire, le mercredi, généralement, c'est l'entraînement que vous partagez avec les garçons, les 18. Ça permet d'avoir une petite synergie. Oui, voilà. Et puis ça nous permet aussi de faire des oppositions, parce que souvent en semaine, on n'est pas beaucoup, on fait beaucoup plus de spé que du jeu sur tout terrain. Donc les séances du mercredi, c'est des séances que tout le monde est heureuse d'être là, parce qu'on peut travailler notre projet de jeu, on peut travailler beaucoup plus de choses que les restes des jours de la semaine. Et oui, pour moi, c'est important de prendre du plaisir aux entraînements, surtout cette année. Parce que... Pas que le mercredi, le sourire, il est oui, toute la semaine. Toute la semaine, parce que c'est ma dernière année avec ces filles-là, et du coup, j'essaye de prendre le maximum de plaisir. Maxime, une question ? Je vais rebondir, parce que les gens ne te connaissent pas forcément. J'étais un peu chercher des chiffres, comme d'habitude. Le statisticien est sorti. Alors, du coup, tu es 7e meilleure marqueuse de la N1. Alors, si on prend dans le contexte, au-dessus, c'est des joueuses qui sont plus âgées et plus expérimentées ou qui ont moins de matchs. Donc, pour nous, tu seras la première. Voilà, avec 65... J'aime bien ta manière de compter. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Avec 65 buts pour 7,2 buts par match, ce qui est assez énorme. On compte 3 matchs... Il y a les jets de 7 mètres. Ah oui, il y en a plein. On compte 3 matchs à plus de 10 buts, dont un à 14 buts. C'était face à Noisy.
Oui. Bon, est-ce que tu regardes un peu les statistiques comme ça te permet de progresser ou pas du tout? Ah oui, totalement. À chaque fin de match, je regarde la feuille de match pour savoir mes stats. Le match à Noisy, c'était un match où tout le monde était vraiment déterminé à jouer ce match-là. C'était un des plus gros matchs qu'on a dans la saison. Et je ne m'attendais pas forcément à marquer autant de buts. Et puis même sur le terrain, je n'avais pas vraiment conscience. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand j'ai vu ça, j'étais plutôt contente. Après, je tire beaucoup de fois aussi. Donc je ne sais pas trop, mais voilà. Je vais rebondir aussi, du coup, tu vas passer du coup, avec les pros. Il va y avoir beaucoup de concurrence en termes d'arrière droitière. Est-ce que vous avez un petit peu discuté avec Manu de ton rôle que tu auras l'année prochaine? Je serai un peu la petite jeune de l'équipe. Je pense qu'il faut que je continue à me former. Donc avec Manu, c'est ce qu'il m'a dit. On va continuer à travailler pour que je puisse progresser sur les différents axes qui sont un peu bof encore aujourd'hui. Et petit à petit, me créer une petite place dans l'équipe. Justement, en tant que joueuse, tu te décrirais comment? Maxime a cité ces matchs avec plus de 10 buts en N1. Tu te considères vraiment comme une buteuse qui peut vraiment aider l'équipe avec du tir de loin, ou ça va au-delà de ça? T'aimes bien mettre tes coéquipiers dans de bonnes dispositions, défendre Je pense un peu de tout. Là, actuellement, avec la N1, c'est vrai qu'il y a des matchs où je marque beaucoup de buts, mais c'est pas le cas dans tous les matchs. Il y a des matchs où je me sens un peu plus passeuse que tireuse. Après, défensivement, moi, j'adore défendre aussi. Et j'aime être présente sur les deux côtés du terrain. Et pour moi, c'est important de l'être des deux côtés du terrain. Donc voilà, j'aime bien tirer comme j'aime bien défendre. Et j'aime bien jouer pour les autres aussi. On parlait justement du fait que tu t'étais engagé avec les Dragons, avec Metz Handball pour ton premier contrat professionnel. J'ai cru lire que c'était jusqu'en 2029. Tu me diras si c'est vrai. C'est vertigineux un petit peu, 2029, c'est loin. C'est loin, oui. D'autant plus quand on est une jeune joueuse comme toi. Ça te donne des perspectives aussi d'avenir pour ta carrière? Ça te permet de te projeter un petit peu? Oui, totalement. Le fait que ce soit long, j'ai l'impression que ça me rassure un peu parce que je me dis que j'ai le temps d'avancer petit à petit et pour pouvoir, pourquoi pas, construire quelque chose de grand. J'aime bien aussi quand les choses elles durent longtemps parce que ça permet de mieux stabiliser aussi plutôt que de changer tout le temps chaque année. Donc voilà. Il y a de bonnes perspectives. Je pense que tu es dans un club qui sait à peu près gérer ce genre de situation-là. Ça devrait bien se passer. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Ivana, d'avoir été avec nous pour partager un petit peu cette aventure dans le handball que tu vis. On aura l'occasion de te retrouver, forcément, puisque jusqu'en 2029, j'espère qu'on fera encore un paquet d'émissions. Merci, messieurs, d'avoir été présents également. Merci à vous, devant votre télévision ou votre écran, de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. À bientôt.